Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. J'ai choisi comme sujet la fibrillation, on dit auriculaire, mais je vais expliquer pourquoi j'ai noté atriale. Le vrai terme, c'est atrial. Alors, pourquoi? D'abord, pour comprendre la fibrillation, il faut comprendre le rythme cardiaque normal. Je ne sais pas si on voit... Ah non, on ne voit pas. On ne voit pas les tracés. Mais le rythme normal sur l'électrocardiogramme de surface se traduit par des différentes déflexions, mais la déflexion qui correspond à l'activité qu'il y a dans les oreillettes, c'est ce qu'on appelle l'onde P, qui va arriver de manière régulière et de même forme, et souvent à une fréquence qui n'est pas très rapide. Et s'en suivra alors la dépolarisation du ventricule, qui est le gros pic après la première onde P, qui suit normalement chaque onde P. Lorsqu'on sera en fibrillation, on ne va pas retrouver ce pattern. Ici, un rythme normal, on voit qu'il y a des ondes P qui sont la petite déflexion ici qui arrive avant chaque QRS, qui ont toutes la même forme les unes des autres et arrivent plus ou moins de manière régulière. C'est celui-là pour le. Ils arrivent plus ou moins de manière régulière. Chez les jeunes, on peut avoir une certaine irrégularité. Et pour le reste, il n'y a pas d'autres ondes P ou d'autres déflexions avant les QRS ou même avant les ondes P. Lorsque le patient présentera de la fibrillation, ce qui va se passer, surtout, c'est qu'on va retrouver une irrégularité des ondes P, qui ne s'appellent plus des ondes P ici, et qui aura cette activité anarchique très rapide, désorganisée, où il n'y aura plus de ressemblance les unes des autres. Une des conséquences, qui n'est pas toujours le cas, on verra, c'est l'irrégularité des QRS. Les pics vont être arrivés de manière irrégulière. Mais la fibrillation atriale, c'est vraiment ce n'est pas l'irrégularité des QRS, c'est vraiment cette irrégularité de la ligne de base qui traduit qu'il n'y a plus d'activité régulière et organisée au niveau des oreillettes. Donc voilà, c'est une arythmie caractérisée par une activité atriale très rapide. À chaque petit pic qu'on voit, c'est des petites dépolarisations de l'oreillette, anarchiques. Et une des conséquences qui va expliquer principalement l'anticoagulation, c'est que l'oreillette se contractant extrêmement rapidement, de manière anarchique, il n'y a plus d'activité mécanique efficace permettant de vidanger l'oreillette. Petite parenthèse par rapport au flotteur. Ici, sur cet électrocardiogramme, on voit qu'il y a une activité atriale. Il faut oublier les petits pics qui traduisent l'activité ventriculaire, mais juste la ligne de base qui traduit l'activité des oreillettes. On voit qu'il y a une activité régulière, mais très rapide, autour d'ici de 300 par minute. Les recommandations européennes disent de considérer pour le risque thromboembolique les flotteurs, ici c'est un flotteur, comme de l'atrial fibrillation, donc comme de l'arythmie par fibrillation atriale. Pour le côté anticoagulation, le côté thérapeutique est différent évidemment. Alors comment est-ce qu'on peut la définir? On la définit d'un point de vue électrocardiographique. Maintenant, avec les pacemakers et avec les holters, on a remarqué que très souvent, beaucoup de gens font de la fibrillation auriculaire des courts lambeaux. Est-ce qu'on va étiqueter tout le monde comme patient faisant de la fibrillation? Pas tout à fait. On va séparer les gens qui font des petits lambeaux de fibrillation avec ceux qui font de la fibrillation auriculaire ou atriale clinique. Pour avoir ce diagnostic-là, il faut soit un ECG 12 dérivations, donc 10 secondes, en fibrillation. Alors, on peut étiqueter le patient comme faisant de l'arythmie clinique. Et dans les nouvelles recommandations qui datent d'il y a un an, avant, c'était facile, il fallait 30 secondes sur un holter ou sur un monitoring en salle. Ça a été retiré depuis lors. Ils disent que oui, la période de 30 secondes en arythmie peut être considérée comme significative, mais il n'y a pas assez de données là-dessus. Personnellement, je l'utilise encore, même si je me permets de le nuancer de temps en temps chez certains patients. J'y reviendrai sûrement. Donc voilà, il faut 10 secondes de CG, c'est-à-dire tomber par hasard sur un ECG, ou alors 30 secondes sur, on va dire, sur un holter. Même si, de nouveau, il n'y a pas vraiment de preuve que c'est suffisant. On peut aussi définir la fibrillation d'une autre façon, c'est en fonction de si elle dure longtemps ou elle ne dure pas longtemps.
Ça, c'est un peu moins important pour le sujet d'aujourd'hui, mais ça peut avoir son importance pour les cardiologues. Il y a des patients chez qui on va dire on les laisse en fibrillation. On consacre la situation et on va voir que ça peut ne pas poser de problème du tout. Et puis, il y a les gens qui font de la fibrillation, ça vient, ça part. Et il y en a, ça vient, ça part en 24 heures. Et il y en a, c'est un peu plus persistant et ça dure un peu plus longtemps. Et ça traduit aussi l'état et l'avancée de la maladie et ça va conditionner aussi nos options thérapeutiques. Alors, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est parce que c'est extrêmement fréquent. Je pense que en médecine, quel que soit l'aspect, on sera tous à un moment confrontés, et on l'a été, à des patients qui sont ou vont faire de la fibrillation atriale après une intervention, par exemple, ou on tombe par hasard dessus. C'est un patient sur trois, hein, et on voit que, vu le vieillissement de la population, ça ne va faire que croître jusqu'à atteindre près de 40% de la population des plus de 90 ans chez les patients qui sont, et on verra les facteurs de risque, qui sont considérés comme à haut risque de faire de la fibrillation ou ont en tout cas des facteurs de risque. Comment est-ce qu'on trouve? Comme je vous ai dit, l'arythmie par fibrillation atriale est une arythmie qui ne peut être diagnostiquée vraiment que par un tracé électrocardiographique. On ne peut pas dire que le patient est en arythmie parce qu'on prend le pouls et il est en arythmie. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il est en arythmie par fibrillation. Il faut un tracé pour voir vraiment ce qui se passe au niveau des oreillettes sur le tracé. Par contre, on peut utiliser un saturomètre, on peut prendre le pouls, on peut prendre la tension pour essayer de voir cette irrégularité qui traduit souvent la fibrillation, mais pas toujours, et essayer alors, à partir de là, d'aller dans des méthodes diagnostiques. Alors, il est recommandé chez tout le monde donc de prendre le pouls hein, de manière routinière. Si vous avez l'occasion en médecine générale, pour ceux qui sont généralistes, de prendre le pouls, personnellement, je pense chez tout le monde et surtout chez les plus de 65 ans. Par contre, chez les plus de 75 ans ou 65 ans qui présentent un facteur de risque thromboembolique, on peut considérer la réalisation d'un Holter. Ça peut être nuancé de nouveau. Il y a des gens qui ont 75 ans et quand on regarde leur cœur à l'échographie, on se dit celui-là, il ne va pas faire de la fibrillation, encore que ça peut être piégeux. Et inversement, un patient de 70 ans avec une insuffisance cardiaque, des oreillettes très dilatées, qui ont l'air très malades, j'irai quand même plus vite vers un Holter pour dépister la fibrillation et de nouveau commencer le traitement avant de commencer le traitement pour hospitalisation d'AVC. Parce que parfois, c'est la première façon dont on détecte la fibrillation. Les autres méthodes, je vous ai dit, hein, tensiomètre, prise de pouls. Et de plus en plus, hein, on a des montres connectées. Et franchement, il y a certaines montres, notamment Apple, qui donnent des tracés qui sont très, très convaincants. Où bon, on voit clairement que le rythme est régulier, ça c'est facile, mais on arrive aussi à voir qu'il n'y a pas d'activité atriale organisée et qu'il y a même cette trémulation de la ligne de base. Alors, une des questions, ce sera est-ce que je peux faire un diagnostic de fibrillation là-dessus? Bon, personnellement, je pense que oui, mais je n'ai pas de réponse définitive à donner par rapport à ça. Il y en a d'autres qui se sont essayés aussi, de nouveau pour le screening, hein, pour le dépistage, c'est de détecter une irrégularité de pouls par différents moyens, comme pour un caddie. Et ça peut être effectivement intéressant, mais de nouveau, ça c'est pour le screening. Le diagnostic, ça doit être une méthode électrocardiographique. Alors, petite question ou piège, est-ce que les patients porteurs d'un pacemaker, chez qui je découvre ceci, alors pour expliquer qu'est-ce que je vois, ici on a une sonde qui est dans l'oreillette droite, là on a la sonde qui est dans le ventricule gauche, qui détecte les différentes activités électriques. On voit qu'il y a plein d'activités électriques dans le canal auriculaire, atrial, et très peu dans le ventricule. Et cette activité-là, il faut me croire, la fréquence est à 500 par minute. C'est une activité extrêmement rapide, pas régulière. Le patient fait de la fibrillation ici. Est-ce que je peux dire que le patient fait de la fibrillation?
Enfin oui, je pourrais le dire, mais on a un autre terme en cardiologie plus précis. On dit qu'il fait des atrial high rate episodes, c'est-à-dire qu'il fait des épisodes rapides atriales. Est-ce que c'est de la fibrillation? Certainement. Est-ce qu'il faut le considérer comme de la fibrillation auriculaire clinique que je vais devoir traiter? Là, vu que le patient est porteur d'un pacemaker en continu, je vais détecter plein d'épisodes avec ça, surtout chez le patient âgé. Et donc, on va anticoaguler beaucoup de patients. Et donc, oups, et donc, on essaye de dire, c'est pas 30 secondes, c'est pas 10 secondes, certainement pas, c'est pas 30 secondes. Avant, on disait c'était 6 minutes. À partir de 6 minutes, je me pose la question de est-ce que je vais pas l'étiqueter de fibrillation atriale clinique. En tout cas, plus d'une heure, avec un chat vasque évidemment élevé, je vais le considérer comme fibrillation atriale clinique et l'anticoaguler. En dessous de 6 minutes, je considère, je le note, mais je ne le considérerai pas comme patient porteur de fibrillation atriale clinique. Et entre les deux, ça dépend vraiment de son échographie, de son histoire et de son risque thromboembolique que j'estimerais personnellement. Et là, par contre, différents cardiologues peuvent avoir différentes opinions. Dernière façon de faire, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce sont les holters sous-cutanés. Les gens qui travaillent en neurologie, ou en tout cas les neurologues les connaissent bien. Les patients qui font des AVC cryptogéniques ou des AIC, chez qui on fait un bilan complet, on ne trouve rien, qui inclut notamment un holter de longue durée. Mais on peut leur implanter ce genre de dispositif qui est typiquement fait pour détecter de la fibrillation atriale. C'est un holter, sauf que ce holter, il est implanté sous la peau, devant le cœur, et il va enregistrer en continu pendant plusieurs années. Actuellement, ils sont au minimum de 3 ans, mais il y en a qui durent 5 ans, 6 ans, afin de rechercher de la fibrillation. Une autre indication, en Belgique, il y a 2 indications qui sont remboursées. C'est l'AIC cryptogénique, d'origine cryptogénique, déjà bilanté sans étiologie retrouvée donc, et le patient qui fait des syncopes. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on peut imaginer l'implanter aussi, pour, d'autres indications non remboursées ou alors il faut être, être inventif. Hem L'implantation se fait avec une petite cicatrice de 5 millimètres sous anesthésie locale. J'ai personnellement, bon, j'ai pas eu de chance parce que moi j'ai eu 2 patients chez qui ça s'est extrait, mais les quand je dis moi, c'est mes patients, c'est pas moi qui l'ai implanté. Mais sinon honnêtement, ça c'est vraiment comme un implant. Ça pose vraiment pas de souci. Si on passe sa main dessus, on le sent. Heu, mais ça ne gêne pas vraiment. On peut l'enlever à tout moment si le patient n'en est pas satisfait ou si ça le gêne. On peut passer les aéroports, on vit normalement et il vient alors au contrôle, en consultation et avec un appareil dédié, on peut contrôler, voir tout ce qui a été enregistré comme anomalie et et parfois je trouve qu'on n'y pense pas assez. Quand on est dans les indications, il faut y penser. Alors voilà pour le screening et maintenant quelques pièges. Tout ce qui est irrégulier, ça je l'ai quand même déjà insisté là-dessus, tout ce qui est irrégulier n'est pas nécessairement de la fibrillation. C'est pour ça qu'il faut un tracé électrocardiographique et à l'inverse, et ça je vous montrerai également, c'est pas parce que le patient a un pouls régulier qu'il n'est pas en fibrillation atriale. Un exemple, ici on a un patient, on prend son pouls et il est irrégulier. Alors déjà, le piège, si le patient est régulièrement irrégulier, vous voyez, normal, extrasystole, souvent, c'est pas de la fibrillation déjà. Mais bon, parfois, on peut avoir des extrasystoles qui font que le rythme est irrégulièrement irrégulier, comme ici d'ailleurs. Mais en tirant le tracé, on voit que le patient, en fait, il fait beaucoup d'extrasystoles et que ce n'est pas de la fibrillation, puisqu'on voit qu'il y a une activité atriale régulière avant qu'il y a une activité régulière, hein, si on compte les distances entre les 2 et qui se ressemblent toutes les unes des autres. Autre exemple, voilà un patient, on prend son pouls, il est ici, il est à 200, mais on pourrait imaginer un exemple un peu plus réaliste, il est à 150, 160, pardon. Hem, il faut savoir que plus le patient va être rapide, plus il va être difficile de percevoir
une irrégularité. Ici, par exemple, à 200 par minute, ça a l'air parfaitement régulier. Si on regarde vraiment, on voit ici que c'est pas tout à fait régulier. Mais au pouls, bonne chance pour faire la différence. Alors ici, je ne peux pas jurer à 100% que c'est de la fibrillation et pas autre chose. On a des méthodes diagnostiques qui nous permettent de le dire et ici, je pense que ça l'est. Autre chose, vous prenez le pouls du patient, il est régulier, c'est bon, il n'est pas en fibrillation. Non, on tire un tracé et qu'est-ce qu'on voit? De nouveau, imaginez que c'est régulier. Je pense que ce n'est pas parfaitement régulier, mais prenons l'exemple où c'est parfaitement régulier. On remarque que l'activité atriale est complètement irrégulière, très rapide, anarchique. Le patient est en fibrillation de fond et il est bradycarde, probablement sur un BAV complet, ce qui fait que le rythme est régulier. Mais le rythme dans les oreillettes, c'est de la fibrillation. Alors, comment est-ce qu'on traite ça? Alors, les recommandations 2020, je trouve que c'était plus simple. C'était basé sur 3 choses. Là, ils ont rajouté, le E. Je vais quand même rester sur 3 piliers, qui est le traitement des comorbidités, puis, éviter les événements thromboemboliques et puis finalement les symptômes. Alors un peu comme, en urologie, hein, le plus important à chaque fois, c'est traiter, les facteurs favorisants. Hem Les facteurs qui favorisent la fibrillation, c'est ceux-là qu'il faut traiter et il faut absolument contrôler l'hypertension, perdre du poids. Si le patient est diabétique, il faut contrôler le diabète. Les gros pourvoyeurs aussi de fibrillation, c'est les apnées du sommeil avec les décharges adrénergiques lors des apnées. Cette décharge adrénergique répétitive va favoriser l'apparition d'arythmies. Si le patient est en insuffisance cardiaque décompensée, il faut essayer de le recompenser. Il faut qu'il prenne son traitement d'insuffisance cardiaque et réduire sa consommation en alcool. L'alcool favorise l'apparition d'arythmies, pas que de fibrillation, de toute arythmie atriale. Et donc, il est recommandé de viser en dessous de 13 de tension, d'optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque le plus possible, contrôler le diabète, perdre du poids, traiter les apnées du sommeil, faire de l'activité physique et réduire sa consommation d'alcool. Le poids, je réinsiste vraiment dessus, hein, ça va souvent de pair, hein, diabète, obésité, hypertension. On traite l'obésité, on est moins diabétique, on est plus hypertendu. Et très souvent, on fera beaucoup, bon, une fois que la maladie est là, on est déjà plus à risque de faire de la fibrillation, mais on fera moins d'arythmie en perdant du poids. Et d'ailleurs, certains refusent de traiter les patients en obésité ou à un certain degré d'obésité, et j'y reviendrai notamment pour les interventions, pour les traitements invasifs. Autre chose auquel il faut penser, hein, euh, des troubles ioniques induits par exemple par des thiazidiques ou des diurétiques, l'hyperthyroïdie, toujours, je contrôle toujours, je dis toujours, il me faut une TSH quand j'ai un nouveau diagnostic de fibrillation atriale. Et puis évidemment, est-ce que le patient a un état inflammatoire X ou Y qui favoriserait l'apparition de cette fibrillation. Et puis, comme je vous ai dit, hein, l'insuffisance cardiaque, les apnées du sommeil, l'alcool, les adrénergisants, la cocaïne, ça évidemment, ça favorise évidemment les accès de fibrillation. Premier pilier, bien avant le reste, même si le pilier A est très important également, qui est éviter les événements thromboemboliques. On a tous un risque de faire un événement, un AIC dans notre vie, mais ce risque est 5 fois plus grand si on fait de la fibrillation atriale clinique. Et ce risque va être réduit en prenant des anticoagulants. Évidemment, ces anticoagulants vont faire augmenter le risque hémorragique, mais on y gagne beaucoup plus à éviter, en tout cas dans la balance, l'AVC thromboembolique que par le risque hémorragique majoré par la prise d'anticoagulants. Alors pourquoi est-ce que ce risque thromboembolique est là? Et je vous avais dit que je vous expliquerai pourquoi est-ce que je dis fibrillation atriale. En fait, l'auricule, c'est cette petite annexe embryonnaire, ce résidu embryonnaire qui est collé à l'oreillette. L'oreillette, bon, il y en a un à gauche et il y en a un à droite. Ici, c'est le gauche.
Et quand le patient est en fibrillation, ce n'est pas l'auricule seulement qui est en fibrillation, c'est tout l'oreillette qui est en train de fibriller. Donc un terme plus précis serait fibrillation atriale. Alors pourquoi est-ce qu'on dit auriculaire? Je suppose que c'est parce que là, c'est là que se forment les thrombus. Ici, on a une vue en échographie transœsophagienne où on voit l'oreillette gauche, on est dans l'œsophage. Juste devant l'œsophage, il y a l'oreillette qui est juste devant, et puis il y a le ventricule. L'image est inversée par rapport à l'échographie transthoracique classique où on a le ventricule devant. Et on voit dans cet auricule qu'il y a une masse hyperéchogène qui correspond à un caillot. Pourquoi est-ce que les caillots se mettent là-bas? Simplement parce que c'est à cet endroit-là qu'il y aura le plus de stase sanguine lorsque l'oreillette va fibriller et qu'il y aura plus cette vidange de l'auricule. Tous les caillots ne se mettent pas là par contre, et j'y reviendrai. Il peut y avoir des thrombus qui se forment ailleurs dans l'oreillette, surtout s'il y a des cicatrices sur l'oreillette. Mais 90%, c'est là. Et donc, c'est ça les vues qu'on a en échographie transœsophagienne. Ça, c'est un vrai cas à moi, ici où on voit qu'il y a un thrombus dans l'auricule. L'échographie transœsophagienne, c'est ce qu'on va faire lorsqu'on va chercher l'auricule, et on y reviendra très bientôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence une anticoagulation. Que le patient, voilà, le patient fait un AVC, on trouve de la fibrillation, il n'est plus en fibrillation, je ne l'anticoagule pas. Non, on s'en fout qu'il a fait ou pas fait qu'il soit en fibrillation. Si on l'étiquette de fibrillation atriale clinique, on l'anticoagule. On l'anticoagule, oui, mais s'il a faible risque thromboembolique, OK. La plupart des patients qui font de la fibrillation ne sont pas à très faible risque thromboembolique. Ils ont fait un AVC, ils sont déjà au risque. Ils sont hypertendus, insuffisants cardiaques, diabétiques. On les anticoagule tous. Le seul qu'on pourrait ne pas anticoaguler, c'est les jeunes qui se prennent une cuite et qui ont un cœur normal et qui font de la fibrillation. Bon, OK, on ne va pas les anticoaguler au long cours. On anticoagule avec quoi? Avec les nouveaux anticoagulants, enfin, ils ne sont plus tellement nouveaux, hein, mais les anticoagulants directs, sauf exception, les valves mécaniques. Vous entendrez peut-être parler d'autres exceptions qui sont la sténose mitrale. Ça, c'est vrai, elle y est, même si j'ai déjà vu anticoaguler par NOAC, même dans le cadre de sténose mitrale. Sensu stricto ne peut pas, mais j'ai déjà vu faire et j'ai pas vu de catastrophe. Anticorps antiphospholipides, théoriquement, on ne peut pas. J'ai déjà vu faire, ça marche quand même. Et mais parfois, en fait, on n'ose pas parce qu'il y a une étude au tout début, Pradaxa, sur les valves mécaniques et on a vu que ça ne fonctionnait pas. Et depuis lors, personne n'ose faire certaines choses. La valve mécanique, je n'oserais jamais, je pense. Par contre, le thrombus dans la trave ventriculaire, on disait toujours c'est des antivitamine K, antivitamine K, ok. Plusieurs cardiologues le font et je l'ai déjà fait. Ça marche très bien aussi des NOAC. Il y a pas de, j'ai jamais entendu parler et ça se fait de plus en plus de soucis par rapport à ça. Mais si on veut suivre strictement les recommandations, en cas de sténose mitrale ou de valve mécanique, il faut utiliser des antivitamines K et donc faire des prises de sang régulières et avoir un INR qui fait des yo-yo. Évidemment, si le patient a des facteurs hémorragiques, il faut les corriger. Il ne faut pas arrêter une anticoagulation parce qu'un patient est jugé comme à trop haut risque hémorragique. Et j'y reviendrai très bientôt. On anticoagule par quoi? Je vous ai dit les différents, les NOAC, il y en a 4. Cette dia, c'est surtout pour attirer votre attention que il faut adapter le NOAC en fonction soit de l'âge, du poids ou de la fonction rénale ou de la créate et en fonction du médicament. Très souvent, ce n'est pas fait, le patient se retrouve surdosé. Ça, c'est la première chose à voir, c'est est-ce qu'on est bien dans les bons critères par rapport aux médicaments, enfin, les bons critères de dosage par rapport aux médicaments et par rapport aux patients. Pourquoi est-ce qu'on utilise le chat VASC? Bon, assez simplement, hein, plus on gagne des points, plus on voit que le risque hémorragique, le risque thromboembolique cérébral devient élevé. Et au-dessus de D1, dès qu'on est à 1, voire 2, on est au-dessus du pourcent et on considère que c'est déjà
à trop haut risque, on anticoagule le patient. Alors, on pose parfois la question de oui, mais je dois aller chez le dentiste, je dois arrêter mon traitement, est-ce que je risque quelque chose? Oui. Est-ce que je peux le faire? Ben oui aussi. Si on regarde ici, un patient classique qui a 4 de risque de faire un événement thromboembolique cérébral sur un an, bah, c'est 1 divisé par 363, le risque de faire un événement thromboembolique ce jour-là. Et s'il arrête 3 jours, bah, c'est 0,001%. C'est extrêmement faible. Donc, il ne va pas rester avec sa rage de dents, s'infecter et puis faire une endocardite pour éviter, réduire un risque de 1, enfin, de 0,005% de faire un AVC. Où je dis toujours oui pour la fibrillation. Je rappelle que pour les valves mécaniques, ça, c'est les antivitamines K, il ne faut pas les arrêter, seuls en tout cas. Le Hasbled, je vous ai dit, ce n'est pas parce qu'un Hasbled est élevé ou un score hémorragique, qui sont des scores de risque hémorragique, s'ils sont élevés, vous ne devez pas arrêter l'anticoagulation. On anticoagule. Et puis, s'il y a un problème, on règle le problème. Et si on n'arrive pas à régler le problème, parce que le patient a un saignement digestif, des ulcères à répétition au niveau gastrique et qui saigne, ben là alors, hop, si ça marche, on peut aller faire ce qu'on We appelle une appreciate your interest fermeture in de considering the l'auricule. Watchman Le device petit for the résidu treatment embryonnaire, of on va aller atrial fibrillation in caler patients that une aren't able petite to take ombrelle dessus anticoagulants. pour éviter If you que, comme je vous qualify avais for this dit, procedure, this is a 90% des procedure that caillots is done ne within the se hospital. forment. You will Il reste undergo toujours un general petit risque anesthetic. thromboembolique, mais on l'a You will réduit then de seek to get 90%. access Et là, in the alors, on right peut se femoral permettre vein, d'éviter take a catheter up ces into the événements venous thromboemboliques. system, Alors, and go c'est une up procédure just où on va past the passer, heart, comme très souvent en at which point cardiologie, we will par get our l'aine, equipment ready par la in our attempt to veine. get into the left On side of the heart. arrivera dans la veine The cave appendage, which is inférieure, the area of puis our au niveau concern de and the area we l'oreillette want to droite, et on obliterate, va is on the left transpercer side le of the heart, and so septum we'll need to pour aller cross fixer over cette into ombrelle the left side of the dans heart. le résidu We do this with embryonnaire où what's se called the forment la plupart transeptal des caillots. catheter. The catheter will Voilà, help on us locate a arrive, spot on where pique the à tissue is relatively travers thin le between the right septum and left part of the heart. interatrial We'll then au niveau cross de the du septum with a foramen needle ovale. and then pass our catheter into the left Au-dessus, side of on the a la heart. veine At this point, pulmonaire. we push the catheter and our wire into what's called the pulmonary Bon, ça, vein, c'est juste pour which se is a good guider, mais landing ils zone vont for this normalement relatively large catheter. aller As you vers can le see, bas the appendage au lies niveau below the pulmonary de vein. cet auricule et There la are different périphérique. types of appendages, which is apparent and is very L'auricule, ça je ne vous important l'ai to pas us dit, peut as avoir we différentes attempt to formes. determine Il y what a des formes qui size sont device plus à to risque use. At thromboembolique this que point, d'autres. we replace the catheter with Quand ils what's sont called a en pigtail chou-fleur catheter, ou quoi, and we évidemment, il y a navigate plus de risque ourselves d'avoir des into the caillots qui se appendage, forment à at which l'intérieur. time we make appropriate pictures to determine the size of the appendage as well as the shape. At the same time, our colleagues who On do the fixe imaging with la taille en transesophageal echo fonction de are la taille de confirming the same l'auricule, bien things in regards to entendu. size and shape. As you can see, the catheter is marked and helps us determine the size of the device we need. At this point, we take a confirmatory picture of the appendage with contrast dye and then pick out the right size device to Pour faire use. la procédure, en The device is théorie, il ne faut then pas qu'il y ait de loaded through the caillots leg, through the dans l'auricule, catheter, up into the puisque en appendage. mettant At all times, the device des is cathéters tethered, dedans, on so that if we peut have any faire emboliser un difficulty with the caillot. location, we can Mais c'est pull the déjà device arrivé out. qu'on le The fasse device is then placed deep into the avec appendage, un caillot and bien au as it's fond qu'on slowly n'arrive removed, vraiment it pas à opens up. dissoudre. Là, The on n'a device pas is le made choix. of nitinol and has a PTFE covering that initially Et is voilà. permeable and allows blood to flow back and forth. Over a period of about 30 C'est days, surtout pour vous the montrer, device gets tissue over it anticoaguler les and now no patients. Et si longer ça will ne va allow pas, blood flow il from y the a des appendage solutions. back into the left atrium and hopefully Parce therefore que prevents souvent, clots je vois, from going on back into the n'anticoagule pas, central on laisse de system. l'Azaflo. As mentioned, the device is tethered the entire time. L'Azaflo, il If y a we des feel études qui ont comfortable with the montré que c'est position, pas there's no efficace. leaks, and it's well Et pourtant, on positioned, we augmente quand release même it. le risque hémorragique. At this Donc, il point, vaut the mieux patient's able to go home the discuter following pour faire day. cette They are intervention in plutôt Coumadin for approximately que de 30 to prendre 45 days. de At this l'Azaflo. point, we Et puis, get an évidemment, il y a de echo, and if the device l'antothélium qui looks va se good, remettre they dessus just go down to a baby aspirin and et c'est Plavix comme per neuf. day for a total of 6 months, and then just Petite down note to a baby aussi, les aspirin. chirurgiens, si jamais par pur hasard, il se fait opérer, ils peuvent le faire aussi directement par voie chirurgicale. Hein. Dernière chose intéressante que j'entends aussi, c'est bah voilà, tiens, je me fais opérer, est-ce que je peux arrêter mon NOAC? Oui. Est-ce que je dois faire des piqûres de Clexane? Non. Sauf dans les valves mécaniques où il faut tout le temps être anticoagulé. Il n'est plus trop recommandé
de faire des relais d'anticoagulation et je vous ai expliqué pourquoi le risque est tellement faible de faire un événement thromboembolique. Par contre, commencer à jouer avec le NOAC et des Clexane, vous allez à un certain moment être un peu suranticoagulé et vous augmentez votre risque hémorragique, donc c'est plus vraiment recommandé. Ça peut être discuté, hein, mais ça ne se fait plus trop. Dernière chose qu'on me demande parfois, voilà, le patient, il a fait une grosse pneumonie, il a fait de la fibrillation. Est-ce que je le considère comme fibrillation atriale clinique? Est-ce que je l'anticoagule? De nouveau, ça peut être très cardiodépendant. Personnellement, de nouveau, je vais essayer de regarder le contexte global. Quel était cet événement stressant sur le corps? Qu'est-ce qu'il a comme risque thromboembolique et qu'est-ce qu'il a comme cœur, comme oreillette, comme antécédent sur cette oreillette, afin que je puisse prendre une décision globale. Mais sachez que ces gens-là, on peut considérer qu'ils font de la fibrillation et on peut les traiter et les anticoaguler, parce qu'il faut quand même se dire qu'il faut quand même avoir un cœur un petit peu malade, une oreille un petit peu malade pour faire de la fibrillation. Un patient qui fait une pneumonie, il ne va pas faire de la fibrillation théoriquement, sauf s'il a déjà un substrat pour en faire et il va très certainement en refaire dans les mois ou les années qui viennent. Donc les recommandations disent qu'on peut déjà les anticoaguler. Mais ça peut être sujet à discussion aussi, hein. Dernier pilier, qui est les symptômes. Qu'est-ce qu'on fait avec le patient qui est en fibrillation? D'abord, quels sont les symptômes? Alors, il n'y a pas de symptômes spécifiques à la fibrillation. Et quelque chose que je remarque, le patient âgé n'a pas de symptômes ou peu de symptômes. Le patient jeune a beaucoup de symptômes. C'est surtout, pas seulement, mais surtout lié à la fréquence. Le patient jeune, quand il va passer en fibrillation, il va être en fibrillation auriculaire rapide parce que son cœur, son EAV est en forme, donc il va décharger à des hautes fréquences, il va sentir son cœur palpiter, il va sentir un inconfort thoracique. Le patient âgé, il va être à 80 par minute, plus ou moins en arythmie, il va pas ressentir son cœur, ils ressentent moins leur cœur, et donc ils auront moins de palpitations, ils auront moins d'inconfort. Euh, et un autre symptôme, mais qui est de nouveau pas spécifique, c'est cette sensation d'essoufflement, qui peut être simplement un inconfort mal décrit, ou alors vraiment, comme on n'a plus cette activité mécanique de l'oreillette, le ventricule se remplit moins, il y a moins d'éjection et on peut effectivement avoir une dysfonction cardiaque et de la dyspnée liée à ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le traitement pour calmer ces symptômes? On va essayer deux choses. Soit on va essayer de remettre le cœur en rythme dit normal, sinusal, soit essayer de ralentir, soit les deux en même temps, la fréquence. Euh, Quand on va essayer de remettre le cœur à la normale, il faut toujours être certain qu'il n'y a pas de caillot dans l'auricule. Soit parce que vous savez qu'il vient de passer en arythmie, difficile, soit parce qu'il est déjà anticoagulé et que vous êtes sûr qu'il prend bien son traitement à la bonne dose, soit parce que vous allez voir, ce qui est la meilleure option très souvent, qu'il n'y a pas de caillot par échographie transœsophagienne. Alors commençons par réduire la fréquence. Ça, vous ne faites jamais d'erreur. Si le patient est en fibrillation, qu'il est rapide, qu'il palpite, ralentissez-le. Première option, bêta-bloquant. Si pour X raison, ça ne lui va pas, utilisez du verapamil ou du diltiazem. Si ça ne va pas, mais ça devient plus spécialisé, on peut utiliser de la digoxine ou de l'amiodarone à titre bradycardisant, ce qui se fait très très peu. Ou alors, dernière option qu'on a, quand vraiment on ne s'en sort pas pour ralentir la fréquence et qu'on se dit que ce patient-là, euh, on s'en sortira pas. On peut aller brûler le nœud AV, ce qui se traduit par enlever tout rythme au patient et mettre un pacemaker, ce qui est une solution définitive. Euh, on y arrive rarement, hein, mais ça peut exister. Autre option, on remet le rythme à la normale, soit par moyen médicamenteux, soit par moyen électrique. De nouveau, comme je vous ai dit, il faut être certain qu'il n'y a pas de caillot. Parce que s'il y a un caillot, que vous remettez une contraction sur l'auricule, le caillot, il va partir. Enfin, il peut partir. Donc, soit le patient, il vous dit, je viens de passer en arythmie, je reconnais mes symptômes, je suis certain, c'était il y a 2 heures, ou en tout cas moins de 24 heures. Alors, les recommandations disent, OK, on peut essayer de remettre le rythme à la normale, soit par des médicaments,
sotalol, flécainide, cordarone, soit par un choc électrique. Si ce n'est pas le cas, vous anticoagulez le patient pendant 3 semaines. Ça, c'est rare qu'on fasse ça. Soit on fait une échographie transœsophagienne, on regarde qu'il n'y a pas de caillot, il n'y a pas de caillot, on resinusалise le patient, soit par médicament, soit par choc électrique externe. C'est parfait. Non, c'est perdu là aussi. La prochaine, c'est une vidéo. Donc, oui, après le choc, est-ce qu'on anticoagule le patient si c'est un jeune qui a bien fait la fête, après plein de Red Bull, a beaucoup bu, il passe en arythmie, on l'amène aux urgences, on fait quand même une ETO parce qu'on est des couillons et on a envie quand même de contrôler. Est-ce qu'on l'anticoagule après? Les recommandations disent d'anticoaguler 4 semaines après, même si son risque thromboembolique est faible, parce qu'on considère que même après le choc, le cœur il est un peu sidéré, l'oreillette est un peu sidérée et qu'il y a toujours ce risque thromboembolique. En pratique, la durée de 4 semaines est raccourcie par certains cardiologues. Alors le choc, pour ceux qui n'en ont jamais vu, bon, celle-ci ne va pas fonctionner. Bon. C'est rien, ça ne fonctionne pas. Il est bien tard déjà. C'est rien, il est bien tard. Alors, ça, c'est le choc électrique. Et puis, il y a la façon médicamenteuse. Je vous ai dit, on peut essayer de resinusaliser le patient soit par de la flécainide, lorsque le patient a un cœur sain, soit de la cordarone. C'est vraiment les deux quasi seuls qu'on utilise. La cordarone est quand même plus efficace, mais a beaucoup d'effets secondaires au long terme. Et la dernière option qu'on peut avoir chez le patient, chez qui la cordarone, enfin chez qui, pas nécessairement chez qui, mais chez le patient qui n'a pas envie de prendre de cordarone ou la cordarone n'est plus efficace, on peut envisager de faire ce qu'on appelle une isolation des veines pulmonaires. Et de plus en plus, on le fait même avant la cordarone, tellement c'est efficace. On va décider d'aller. Ça serait quand même sympa. Ça serait quand même sympa. On va décider d'aller brûler dans le cœur les zones du cœur qu'on pense vont provoquer l'arythmie. Et c'est quand même relativement efficace. On peut se douter lorsque la maladie n'est pas encore très loin. Si vous vous rappelez, je vous disais, ça peut être paroxystique, persistant, consacré. Plus le patient va rester en fibrillation, plus l'oreillette va se dilater, se fibroser, moins l'isolation des veines pulmonaires va fonctionner et moins les médicaments aussi d'ailleurs vont fonctionner. Chez les patients par contre relativement jeunes, qu'on n'a pas envie de laisser sous traitement antiarythmique pendant des années, c'est rien. Alors, on peut aller passer des cathéters dans l'aine, remonter de nouveau jusqu'à dans la Le veine cave, traitement d'ablation par transpercer cathéter le est une septum. intervention Et cette fois-ci, mini-invasive qui les implique veines l'insertion qu'on d'un voyait, pas cathéter par une l'auricule, les petite veines, incision on va au les niveau de brûler l'aine. tout autour Il est des ensuite 4 veines acheminé dans la veine pulmonaires jusqu'aux en se oreillettes partant cardiaques. de la Une fois que théorie le que cathéter lorsque a atteint la l'arythmie cavité démarre, supérieure elle gauche du démarre des cœur, veines. oreillette gauche, Mais ce n'est pas il est juste une guidé théorie, ça a et été est amené à prouvé. Et l'entrée c'est des veines vrai. pulmonaires. C'est vrai jusqu'au moment où l'oreillette commence à vraiment devenir malade. Et là, à Cette force qu'elle va se technologie permet de dilater, contrôler les mouvements se du cathéter déchirer, dans se le cœur fibroser, afin de permettre des pas résultats s'étirer, pas optimisés. se déchirer, l'arythmie ne va plus Les partir lésions que qui des sont veines, elle créées va ont partir pour but également d'isoler les directement signaux de électriques l'oreillette. anormaux Et là, provenant alors, de ça ces sera veines beaucoup moins pulmonaires et efficace d'empêcher qu'ils puisqu'il y se aura propagent d'autres dans le reste substrats du à cœur. l'arythmie. On peut toujours refaire des interventions pour aller brûler au niveau de ces Le différentes cathéter est ensuite cicatrices dans retiré l'oreillette, et un pansement est appliqué euh, sur la zone par mais laquelle il a l'efficacité est été quand même inséré. moindre. Les Par contre, chez patients le sortent patient qui a une habituellement de oreillette saine, l'hôpital faire 1 ou 2 jours après très souvent lui l'intervention permettra et peuvent d'arrêter généralement ses reprendre leurs antiarythmiques activités et de quotidiennes. maintenir un rythme sinusal. Et on n'aura alors pas besoin, très souvent aussi, de prendre les médicaments qui ralentissent le cœur au long cours et qui peuvent également être greffés d'effets secondaires. Et je vous remercie pour votre écoute.